Chers auditeurs, ici Perceval le Lorrain, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du terre-terre lorrain et des bouffeurs de pâté du même nom. Nous accueillons aujourd'hui, comme nous l'a décrit son éditeur Maximilien Frisch, un fougueux personnage, Laurent James. Bonjour Laurent. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien. Sans forfanterie aucune, c'est moi qui vous remercie. Du coup, avant de commencer notre échange, permettez-moi de l'introduire et d'en préciser le contexte. Vous êtes ici par l'intermédiaire des ondes numériques en terre lorraine. Autant dire que nous sommes bien loin de la Méditerranée et du tempérament impétueux des phocéens qui en habitent les côtes. On ne vous cachera pas que le caractère sudiste est lui aussi éloigné du nôtre. Le Lorrain étant, et c'est un doux euphémisme que de le dire, un peu plus taiseux dans ses premiers rapports avec les gens. Contrairement aux Marseillais, il ne va pas tout de suite vous offrir son amitié, mais quand il le fera, ce sera du solide. Nous vous voyons, chers compatriotes sudistes, comme des gens qui ont une approche plus facile, plus immédiate des autres, mais souvent, nous le croyons, un peu superficielle. Nous préférons la ligne bleue des Vosges et ses montagnes à gravir que celle de l'horizon de votre mer vers laquelle il n'y a aucun effort à faire pour y descendre et se vautrer sur le sable de ses plages. Ici, l'accent lorrain, pour ceux qui ne l'ont pas perdu ou jamais eu comme moi à cause de l'hygiénisme des villes, n'est pas chantant comme le vôtre, mais plutôt terrien et gras comme le lard que nous mettons dans nos quiches universellement connues et appréciées. Nous sirotons plus volontiers la mirabelle que le pastis, et le soleil, s'il se fait peu présent dans le ciel, s'installe, nous le croyons, plus facilement en nos cœurs. Autant dire, Laurent James, que vous n'arrivez pas ici en terrain conquis. Vous venez pourtant, tel un missionnaire, nous présenter une figure d'un saint un peu particulier, un fada bien de chez vous, dont le sourire chevalin a traversé les âges. Un seul et unique personnage, comme vous le décrivez dans votre ouvrage, qui habite de sa présence des kilomètres de pellicules cinématographiques, les rainures des vinyles, et su faire son trou dans les cœurs de millions de Français, qu'ils soient bretons, gascons, alsaciens ou normands, comme notre bien-aimé Bourvil, à qui nous avons dédié une chronique récemment et dont nous reparlerons. Une place au soleil, pourrait-on dire, dans l'organe central de la chair humaine, comme l'astre de feu est au cœur de l'univers. Une place qu'il a creusée par les rires qu'il a provoqués, et provoque encore. Ce rire qui perce les blindages des cœurs. Laurent James, vous venez pour nous présenter votre hagiographie de Fernandel, de Saint-Fernandel, comme le titre de votre livre le laisse entendre. Alors ma première question sera la suivante. Vous sentez-vous de taille pour la mission qui vous est confiée, ou, pour le formuler autrement, même si d'un point de vue cinématographique, la Lorraine n'a que peu offert d'acteurs de la stature du comique marseillais, on ne pourrait que modestement mettre en avant le vitellois Darry Cole, pensez-vous pouvoir convertir nos cœurs de Lorrain au culte de votre saint phocéen ? Écoutez, le fait que je me sente de taille, je vous réponds tout de go, non, bien sûr. Je suis absolument écrasé par cette tâche, sachant que c'est une tâche qui est absolument libératrice. Si je me suis intéressé à Fernandel, c'est avant tout parce que c'est lui qui s'est intéressé à moi, c'est lui qui m'a sauvé à plusieurs reprises. Je l'ai évoqué déjà dans d'autres entretiens, et je l'évoque aussi dans cet ouvrage, ce menu ouvrage. Alors on pourra y revenir. Après, est-ce que je pense que ça peut intéresser des gens aussi lointainement éloignés de l'espace miéterrant, comme disait Suarez, tel que vous? Alors là, assurément, oui. Et je vais vous expliquer, je vais vous en donner la raison. Je suis on ne peut plus sensible à votre introduction, et je n'aime rien tant que les gens qui ne se sentent pas universels et qui non seulement défendent leur région, mais en plus attaquent les autres. Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que aujourd'hui, se poster dans une situation obsidionale et se contenter de défendre sa place, c'est évidemment une erreur. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'attaque. Sinon, on ne s'en sort pas, on le sait. Et cette attaque doit se situer aussi bien au niveau régional qu'au niveau continental. Ça, c'est ma pensée la plus profonde. On pourra peut-être y revenir. Ceci dit, j'aimerais préciser quand même une chose, c'est qu'à mon avis,
Et là, je vais faire de la publicité gratuite pour mon blog parousia.fr, enfin parousiablogspot.fr. J'ai beaucoup écrit sur la structure de la France. C'est un thème qui me tient à cœur depuis toujours. Et surtout sur la structure de la Gaule, puisque bien sûr pour moi, la France n'est que la dégénérescence de la Gaule. La dégénérescence dans le sens moderne pour aboutir à ce que l'on nomme vulgairement la République. La France, si elle est coupée en deux, d'abord elle est coupée en trois. Tous les pays, à ma connaissance, sont coupés en deux. On va dire, ça peut être Est, Ouest, Nord, Sud, ça dépend de leur position et de leur histoire. La nôtre est coupée en trois. D'abord, la première division absolument irréfragable et qui a aujourd'hui 1500 ans, c'est évidemment entre Paris et le reste de la France. Vous remarquez avec quel soin j'évite de prononcer le mot province. Ça, c'est une situation absolument inédite. Et je ne vais pas me lancer dans un discours là-dessus parce qu'on a moins de 5 heures, je crois, devant nous. À peu près, ouais, c'est ça. Oui, donc je vais peut-être pas trop parler de ça très longtemps. Mais là où je voulais en venir, c'est que par-delà cette césure radicale entre ce point étatique et mathématique qu'est Paris et cet espace-temps organique, voluptueux et charnel qui est le reste de la Gaule, eh bien, au-delà de ça, oui, le territoire français est, comme tous les autres pays, divisé en deux, mais, selon moi, ce n'est absolument pas une division nord-sud, mais une division est-ouest. Cette division nord-sud, pour moi, est tout à fait factice. D'ailleurs, la plupart des gens qui en parlent prennent, comme vous le savez, la Loire comme frontière, et tout Ligérien saura à quel point c'est absurde, puisque la Loire descend jusqu'à Saint-Étienne, et donc un habitant parce que Saint-Étienne c'est quand même le sud, hein, on y parlait l'occitan, donc un occitan connaît aussi bien la Loire qu'un tourangeau. Non, bien sûr que non. La grande division c'est Est-Ouest, évidemment, c'est-à-dire le Saint-Empire romain germanique d'un côté, et l'Aquitaine et l'Angleterre de l'autre. Et d'ailleurs, c'est une division qui se ressent encore pleinement aujourd'hui. Là non plus, je ne vais pas en parler trop longuement, mais il suffit de voir les résultats des élections sur les 200 dernières années. Hein. Voilà, vous avez une France, on va dire, socialiste, athée et progressiste, et puis une France qui l'est nettement moins. On est d'accord. Et la France qui l'est nettement moins, c'est la France qui est tournée vers l'intérieur du continent. C'est la France, encore une fois, du Saint-Empire romain germanique. Donc, selon moi, il y a moins de différence que vous ne le supputez entre la Provence et la Lorraine, bien sûr, même si les différences restent fondamentales, fort heureusement. Évidemment. Mais, encore une fois, un Provençal, et je vais peut-être être paradoxal, mais un Provençal, à mon sens, est plus proche d'un Lorrain qu'un Lorrain ne l'est d'un Breton. J'en suis intimement persuadé. Et quasiment sur tous les plans. Voilà. Ensuite, je vous invite, cher ami, mais vraiment de tout cœur, à venir chez moi. Je me ferai un plaisir, et là on en vient à Fernandel, je me ferai un plaisir de vous montrer les lieux très profondément affectés par l'éthos fernandélien et par la présence des saints de Provence, hein, puisque c'est bien de ça dont il s'agit au préalable. Et puis vous verrez au détour d'un chemin à quel point il faut effectivement fournir des efforts pour atteindre non pas le sable, mais les rochers calcaires de nos calanques, puisque, bon, à Marseille, il n'y a pas de sable. Mais après, il y a aussi une très grande différence entre Marseille et la Provence, presque aussi grande qu'entre la Lorraine et l'Alsace. Voilà.
Après, en ce qui concerne quand même le sens de l'amitié, là, je tiens à préciser quelque chose. Alors moi, je ne suis pas marseillais, je suis d'origine lyonnaise, c'est-à-dire en partie bourguignonne. J'ai aussi des origines italiennes et corses, je me sens profondément européen, mais je connais très bien la Bourgogne, pas la Lorraine ni l'Alsace, même si je me suis rendu très souvent en Alsace, mais moins en Lorraine. Ceci dit, vous savez, l'amitié est aussi longue à venir chez un Marseillais que chez un Lorrain ou un Ch'ti. Simplement, le Marseillais ne le montrera pas. Elle est là, la grande différence. C'est-à-dire que dans ce temps de latence qui va durer quelques années entre le fait d'être un parfait inconnu l'un pour l'autre et le fait d'être un ami, eh bien, en Lorraine, à Lyon ou ailleurs, il y aura une certaine froideur amusée qui sera de plus en plus dégelée. À Marseille, il y aura une chaleur excessive qui va progressivement se transformer en amitié tangible. Et c'est pour cela que les Marseillais sont souvent accusés d'être superficiels. C'est parce que les gens qui ne connaissent pas ce code pensent que quand la chaleur est là, l'amitié est là. Eh bien non, elle ne l'est pas. Vous voyez, c'est juste un paravent existentiel. Et finalement, c'est une très bonne transition pour parler de, j'allais dire, dans un premier temps, de l'esthétique fernandélienne. Alors on y viendra, parce que du coup, Oui. et je m'excuse, hein, parce que du coup, vous avez un peu devancé ma deuxième question qui était sur votre passage de Lyon, du coup, à Marseille. Oui. Voilà, ma question c'était, mais qu'est-ce qui vous a pris de devenir sudiste? Parce que pour nous, justement, en Lorraine, le sud commence en dessous de Lyon, quoi. Donc, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai, puisque Lyon est au carrefour de toutes les géographies gauloises en réalité. Les Romains n'étaient quand même pas tout à fait des crétins d'avoir choisi Lugdunum. Et aujourd'hui, même si j'ai quitté Lyon, je suis 1000% favorable à ce que Lyon redevienne la capitale de la France. De toute façon, c'est très simple. Tant que Lyon était capitale de la France, parce que je veux dire, elle l'était toujours sous la Renaissance. C'était la capitale à la fois industrielle, financière, et puis, le plus important de tout évidemment, artistique, littéraire. Rabelais, Maurice Sèvres et la Belle Cordière n'ont pas imprimé leurs ouvrages dans le Quiberon, à Quiberon. Hein. Donc c'était vraiment la capitale, et François Ier a tenu à officiellement en faire la capitale administrative. Et c'est parce que, vous connaissez l'histoire, parce que son fils s'est fait empoisonner qu'il a abandonné cette idée. Et c'est ensuite que l'intelligentsia a rejoint Paris et que la vitrification de notre pays a débuté à ce moment-là. C'est-à-dire sous Louis XIV, hein, en réalité. Après, moi, oui, je vous ai dit que je me sentais profondément européen, je me sens profondément gaulois, j'aime toute la Gaule, j'aime toute l'Europe. J'ai la chance, de par mon métier, je suis chercheur en physique, de pouvoir travailler avec beaucoup d'universités étrangères grâce à mes contrats, hein, pas grâce à l'argent public, hein, je le précise rapidement. Et j'aime l'Europe, j'aime profondément la Scandinavie, j'aime profondément l'Europe de l'Est, que je connais relativement bien. Je suis complètement amoureux de l'Écosse et même des campagnes anglaises. Et je suis profondément amoureux de la Méditerranée, car si je considère, j'ai une vision très impériale du continent européen, si je considère le Mont Blanc comme l'empereur de l'Europe, je considère que l'impératrice en est la mer Méditerranée. Sans aucun affect. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai également des origines italiennes et corses. Et donc avant même d'habiter à Marseille, ça a été un choix purement professionnel au départ. J'avais le choix en fait entre la région parisienne et Marseille, hein, où j'ai trouvé la même semaine un travail dans ces deux endroits. J'ai réfléchi quand même, j'ai mis pas mal de temps, j'ai quand même réfléchi de mémoire 2 à 3 millisecondes hein, pour prendre ma décision. Donc j'ai quand même pris le pour et le contre, j'ai pesé le pour et le contre. Mais oui, bien sûr, la Provence d'abord est une terre bénie des dieux, qui ruisselle de littérature, d'art et de religion, qui suppure de religion
dans chaque village. Et puis Marseille, qui n'est pas la Provence, la ville provençale, bien sûr, c'est Aix-en-Provence, il y en a beaucoup d'autres. Nice, c'est encore un cas à part. Mais Marseille, c'est avant tout un port. Il y a un écrivain à lire pour connaître Marseille, c'est Suarez, André Suarez, qui est, je crois, malheureusement un peu oublié, qui revient un petit peu aujourd'hui. C'est évidemment, je ne vous apprendrai rien, mais c'est la ville portuaire par excellence, c'est-à-dire c'est l'équivalent de Naples en Italie, c'est l'équivalent de Hambourg en Allemagne, sans doute de Newcastle en Angleterre, peut-être pas peut-être, sûr, je connais très bien le Japon, c'est l'équivalent de Osaka, dont on dit souvent que Osaka est le Marseille japonais. Et donc, c'est une ville qui est nettement plus proche de Barcelone ou de Naples que d'Aix-en-Provence, qui est à 30 km. Et ça l'a toujours été. N'oubliez pas que sous Rome, Marseille était la ville la plus importante de Gaule. Et c'est la ville qui a fourni ses premiers écrivains. Pétrone, dit Pétrone le Marseillais, avec son Satyricon, adapté par Fellini. Pétrone était marseillais. Le premier romancier de la grande Renaissance gauloise, à savoir Honoré d'Urfé, avec son Astrée, qui elle a été mise superbement en image par Romer, était marseillais. Bon, après, je veux pas convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je veux convaincre tout simplement le fait que d'abord c'est la première grande ville gauloise. Elle a été fondée, vous le savez, par des Grecs, alors que toutes les autres grandes villes françaises ont été fondées par des Romains. Et c'est surtout, pour moi, ce qui m'importe avant tout, c'est que c'est la ville qui a accueilli Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Lazare et Saint-Maximin. Et n'en déplaise à ce que disent nos amis lyonnais, parce que je ne le suis plus, lyonnais, je le suis de cœur, c'est une ville que j'aime profondément, mais n'en déplaise à nos amis lyonnais, il y a eu évidemment des communautés chrétiennes en Gaule, à Marseille, avant Lyon. Les chrétiens ne sont pas arrivés par la Suisse, si vous voulez. Ils sont quand même arrivés par la mer Méditerranée, ils ont suivi les routes commerciales, ils ont été, je rappelle qu'ils ont été chassés d'Éphèse par les Juifs, les mêmes Juifs d'ailleurs qui ont mis à mort Saint Barnabé. Leur communauté a été complètement démantelée par les Juifs d'Éphèse, et ils ont atteint la Gaule. Donc ça, on dit qu'on est en l'an 43. Et quand le père Lacordaire nous dit que la Gaule est la fille aînée de l'Église, ce n'est pas pour une autre raison. Le père Lacordaire était évidemment un grand magdalénien devant l'Éternel. Comme vous le savez, c'est lui qui a remis en état la foi magdalénienne en Provence. Donc voilà, pour moi, c'est ça avant tout, avant toute chose. C'est là où est venue la foi chrétienne. Et puis, pour des raisons, j'allais dire, eschatologiques, qui me sont chères, mais que je mets également en relief de mon livre sur Fernandel, c'est là que tout terminera. C'est-à-dire que tout le monde sait aujourd'hui que la civilisation européenne, évidemment, est en train de mourir, si ce n'est peut-être déjà fait. Il y a encore 10 ans, quand je l'affirmais, beaucoup en riaient. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Certains même l'approuvent, en disant qu'il faut aller au plus vite, etc. Moi, je suis intimement persuadé que c'est par Marseille que tout finira et que tout recommencera aussi en même temps, comme tout a fini et tout a recommencé il y a 2000 ans. Je suis un fervent partisan, comme vous le savez, on en parlait il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, du caractère cyclique de l'histoire. Et voilà, donc il y a une fonction et un rôle fondamentalement religieux de cette cité. Et Fernandel en est le héros, peut-être même dans les deux acceptions du terme, au XXe siècle. Très bien, alors du coup, avant de... Allez-y. Je terminerai, excusez-moi, pour dire que la seule grande défaite de Marseille, parce qu'il y a toujours des reportages aujourd'hui complètement lénifiants sur cette ville, lénifiants dans le sens qu'aujourd'hui, les médias veulent en donner une bonne image, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à il y a peu.
Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, depuis le Covid, il y a une saignée parisienne, et les Parisiens se répandent comme des tripotés de cancrelats dans toutes les grandes villes de France. Aujourd'hui, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, je ne sais ce qu'il en est en Lorraine, Lille, enfin toutes les grandes villes de France, Montpellier, toutes les grandes villes de France sont parisiennes. Grenoble, évidemment. Et donc toutes ces villes, de manière concomitante, deviennent EELV. Elles ont toutes ces villes-là ont un maire EELV. Elles deviennent toutes des villes progressistes. Je ne sais pas si vous imaginez Marseille écologiste, le simple fait d'associer ces deux termes, ça fait rire jusque dans les abysses. Et puis, vous avez tous les changements qui vont avec. C'est-à-dire, moi, je connais au moins 5 restaurants italiens de première facture à Marseille, puisque si je suis venu à Marseille, c'est aussi parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, je ne sais pas pourquoi, on y mange fougueusement bien. On a eu une des meilleures gastronomies de Gaulle. Eh bien, je connais au moins 5 restaurants italiens qui sont aujourd'hui des restos véganes, où vous mangez pour 25 € un bol de quinoa. Donc, on a toute cette défaite de la Gaule sous les coups de boutoir du parisianisme qui quittent leur ville, mais pour reparisianiser l'ensemble de la France. Donc en fait, le véritable grand remplacement dans les faits, il est là. C'est-à-dire, quand vous vous promenez aux alentours du Vieux-Port, alors il y a des endroits où vous avez les communautés arabes, et c'est ça qui choque, si vous voulez, les gens qui viennent à Marseille, c'est que les Arabes, vous en avez autant à Marseille que dans les banlieues de Lyon, de Paris ou à Cronenbourg, à Strasbourg, hein. Sauf qu'à Marseille, ils sont au centre-ville. Parce que c'est encore une ville qui est dans le contexte de la ville d'avant 1945, c'est-à-dire c'est le centre-ville qui est paupérisé et les banlieues qui sont riches. Voilà. Et aujourd'hui, elle change, sauf que les arrivées des Parisiens accélèrent ce phénomène. Et aujourd'hui, on a vraiment une défaite de la ville sous les coups de boutoir de ce parisianisme qui amène en même temps ses gay pride, qui amène en même temps sa classe bobo écolo homo et ses touristes américains. Donc là, le grand remplacement concret du centre-ville de Marseille, c'est ça. Donc aujourd'hui, Marseille est en train de crever la gueule ouverte depuis quelques années. Et évidemment, on a une criminalité qui explose, mais comme à Bordeaux, hein, vous le savez, hein, par exemple, Le Point lui-même titrait « Faut-il quitter Bordeaux ?» à l'adresse des Parisiens qui y habitent. Vous voyez, donc, moi, je sors quasiment plus dans ma ville aujourd'hui. De toute façon, j'en ai plus le temps. Voilà, mais Fernandel, c'est ça. C'est, d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de Ouria Boutelja, qui a dit il y a 5 ans chez Tadei, je ne sais plus quelle personne, vous savez, la France de Fernandel, c'est fini. Mais c'est ça. En fait, c'est la phrase la plus importante qui a été prononcée à propos de Fernandel ces 50 dernières années. D'accord, alors juste pour finir, parce que voilà, je voulais un peu situer votre regard, alors de par vos origines géographiques, mais aussi pour situer votre regard sur Fernandel, il me paraît important d'aborder la manière dont vous êtes donc décrit en 4e de couverture de votre livre. Donc vous êtes décrit écrivain, activiste et ésotériste chrétien. Du coup, je vais rassembler mes 2 prochaines questions pour que vous puissiez faire un peu une synthèse, parce que je pense que c'est assez lié. Et puis après, on rentrera vraiment dans le cœur du sujet de Fernandel. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire ésotériste chrétien? Qu'est-ce que ça change dans votre regard sur le monde et les choses par rapport à un chrétien qui ne serait pas ésotériste? Et puis pour finir votre présentation, est-ce que vous pourrez aussi nous parler un peu de votre mouvement, Parousia? Et voilà, en quelques mots, nous en dire un peu les grands principes fondateurs. D'accord. Je vous remercie de vous être intéressé à cet aspect des choses. C'est vrai que c'est intéressant, c'est important. Je mentionne la préface de Michel Marnin qui explicite certaines choses aussi, évidemment, plus du côté cinématographique, hein, bien sûr. C'est pour préciser, c'était le Monsieur Cinéma de la revue Éléments, hein, si je ne m'abuse. Oui, bien sûr, c'est un des fondateurs de la revue. C'est un des plus grands critiques et connaisseurs français du cinéma, du cinématographe, préfère-t-il préciser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément sensible à l'univers fernandélien, mais qui est tellement ouvert à la discussion qu'il en a été plus que sensible après
quelques discussions. C'est-à-dire quand il a compris la raison pour laquelle c'était un univers qui m'intéressait, eh bien, il a vu immédiatement ce en quoi lui pouvait l'intéresser dans ces choses-là. Et cette préface est vraiment... c'est le cocher de mon ouvrage, hein, avec bien sûr le portrait du peintre marseillais, lui, Laurent Pelcuer. Alors, effectivement, sur la quatrième de couverture, Jean Parvulesco a écrit un superbe texte sur l'importance métaphysique d'une quatrième de couverture. Alors, je vous reprends un petit peu, en fait, je ne suis pas décrit comme écrivain activiste et ésotériste chrétien, mais ésotériste français. Je crois que, d'ailleurs, j'ai même pas fait attention, hein. Effectivement, il n'est pas précisé chrétien. Il est précisé simplement ésotériste. Alors, effectivement, il y a des ésotéristes non chrétiens. Ceci dit, un ésotériste qui ne serait pas chrétien, enfin, j'allais dire, un ésotériste français qui ne serait pas chrétien serait un mauvais ésotériste. À partir du moment, de mon propre point de vue, où on se présente comme ésotériste, et que l'on est originaire d'une terre chrétienne, on est forcément chrétien. On ne peut pas être ésotériste et athée. On ne peut pas être ésotériste et anti-chrétien. Et pourtant, il y en a tant. C'est-à-dire que la première des choses sur lesquelles je m'entends quand je discute avec une personne d'ésotérisme, c'est que l'ésotérisme de ces 40 dernières années a fait beaucoup de mal à l'ésotérisme. Parce que l'ésotérisme a été l'une des plus grandes armes de guerre contre l'Église catholique. De manière incroyable. Moi, j'ai croisé beaucoup d'anticatholiques militants dans ma vie, des gens de la nouvelle droite, des skinheads, des gauchistes, des altermondialistes, des bobos, donc beaucoup d'anticatholiques de toute facture. Je n'ai jamais rencontré d'anticatholiques aussi rageusement déterminés que, par exemple, des ésotéristes archéo-cathares. Ça, c'est une catastrophe totale, radicale, absolue. D'ailleurs, ils passent leur temps à dire des imbécilités absolument profondes. Hein. J'en cite une, hein, quand ils vous disent que les dominicains ont inventé l'arrivée de Sainte Marie-Madeleine en Gaule au XIIIe siècle de manière à mieux pouvoir se rassembler autour du lit des forces et mieux pouvoir combattre les cathares. Bon, si les dominicains ont inventé l'arrivée de Sainte Marie-Madeleine en Provence en 1943, je me demande pourquoi Jean Cassien, au 5e siècle, a fait construire, a taillé des escaliers de pierre dans la montagne de la Sainte-Baume pour faciliter l'accès à la grotte de la Sainte-Baume, la grotte de Marie-Madeleine. Je me demande pourquoi les Cassianites se sont acharnés pendant 40 ans à faire ça. Je me demande pourquoi Clovis est venu quelques années après son couronnement à Tarascon pour se mettre à genoux devant les reliques de Sainte-Marthe. Tout ça pour que les dominicains inventent la légende 800 ans après. Vous voyez ? Donc je n'ai jamais vu donc voilà, donc l'anti-ésotérisme, je le comprends. D'ailleurs, je suis passé par là. Mais quand j'ai lu de véritables ésotéristes, je vais citer Jean Faure, comme toujours, c'est le plus grand. Mais vous avez aussi Pierre Gordon. Vous avez, pour moi, le plus grand en termes littéraires et en termes surtout prospectifs, c'est Raymond Abellio, qui lui n'était pas à proprement parler un ésotériste, il connaissait parfaitement l'ésotérisme, mais lui justement sa tâche c'était de désocculter l'ésotérisme. C'était le titre d'un de ses essais. Donc tous ces gens-là sont chrétiens, même si Abellio a un rapport un peu ambigu avec le catharisme, mais en tout cas, Abellio est le premier à avoir appuyé le fait qu'il ne faut en aucune façon confondre la gnose et le gnosticisme. Hein, c'est ça, en fait, le point crucial. Le gnosticisme est un ensemble de pensées religieuses, la plupart du temps dualistes, qui ont fait florès pour des premiers siècles, et qui ont effectivement qui ont été connus sous le terme de catharisme, mais pas seulement. Les Vaudois, par exemple, étaient dualistes.
Il y a beaucoup, les bogomiles, il y a eu beaucoup de pensées. Le protestantisme est un avatar du dualisme, hein, en quelque sorte également. Parce que la gnose, si on précise, alors on en a déjà parlé sur nos ondes avec Alain Pascal il y a quelques temps, la gnose, pour résumer aussi, c'est croire qu'on obtient son salut par la connaissance. Vous n'êtes pas là-dedans. Ah, mais ça, c'est autre chose. Le gnose, ça vient effectivement de gnosis, qui veut dire connaissance. Donc, là on n'est plus dans le gnosticisme. La gnose estime que l'une des voies du salut peut passer par la connaissance, mais qu'elle n'est pas autosuffisante. D'accord. Oui. Mais simplement, la gnose s'estime comme voie parallèle, complémentaire, mais certainement pas antagoniste, à celle du mysticisme, par exemple. Et là, vous avez des textes très éclairants. Celui qui en a le mieux parlé, c'est certainement René Guénon, là, pour le coup. Là-dessus, il a bien appuyé ce que signifie la gnose par rapport à la mystique. Je vous renvoie à un texte vraiment absolument fondamental. D'ailleurs, je travaille avec le petit-fils d'un ami très proche de Raymond Abellio qui s'appelait Charles Hirsch. On travaille à republier, à réimprimer la dernière conférence de Raymond Abellio, qu'il a justement donnée en 86, il me semble, à la Sainte-Baume, qui s'appelle Gnose des Transfigurations. C'est d'un intérêt crucial pour tout ce qu'on est en train de dire. Vous avez l'épisode biblique de la Transfiguration, et vous avez un tableau à 3 niveaux, et vous avez au niveau supérieur donc Jésus qui est entouré de Élie et de Moïse. Ils sont tous les 3 en état de lévitation, et ils sont en réalité dans une nuée qui représente le corps glorieux. Et le corps glorieux, eh bien, sur le niveau intermédiaire, juste au-dessous, vous avez, alors là j'ai le tableau sous les yeux, vous avez Jacques, Jean et Pierre, qui sont des hommes à la fois d'amour et de connaissance. Alors la connaissance, c'est tout simplement la compréhension des phénomènes. La connaissance s'est mise, alors là pour le coup, dans l'opposition à la bêtise. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. C'est pas comme voie antagoniste à l'amour, certainement pas. Alors c'est l'erreur de Guénon, justement, c'est d'avoir montré qu'effectivement on pouvait se passer de l'amour. Ça c'est une erreur. Et c'est en ce sens qu'Abellio est allé beaucoup plus loin et beaucoup plus intelligent et a proposé des perspectives qui vont dans notre sens de cette fin de civilisation, en montrant à quel point l'amour a un rôle à jouer. Dans quoi? Eh bien, dans la transfiguration, justement. Ça, j'en reparlerai peut-être un peu plus loin. Eh bien, vous verrez dans ce tableau, ce qui est très important, c'est qu'au deuxième niveau, tout le monde a les yeux baissés. C'est-à-dire que personne ne peut regarder directement le corps glorieux. C'est-à-dire que la lumière est telle que tous les personnages du tableau se masquent les yeux avec des mains, avec leurs mains, ou ont carrément les yeux baissés, et ne peuvent pas physiquement regarder ce qu'est la transfiguration. Comme Élie à l'Horeb, en fait. Comment? Comme le prophète Élie à l'Horeb, au passage de la brise voilà. légère. Oui. D'ailleurs, on a Élie tout en haut avec Moïse qui est dans la nuée transfiguratrice. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un personnage dans le tableau, un personnage qui regarde frontalement la transfiguration, qui est capable de le regarder. Et qui est ce personnage? C'est un personnage qui est dans le coin droit, en bas à droite, et c'est un enfant qui est amené sur les lieux par sa famille. Et c'est un enfant possédé. Alors là, en fait, ça va même encore plus loin que ce qu'on dit. C'est-à-dire, il n'est pas forcément dans un... En réalité, on ne sait pas vraiment. Il n'est pas forcément dans un état mystique. Il est dans un état possédé. Je ne sais pas si on peut avoir la clé de ce tableau. Alors, Abellio, lui, est persuadé qu'il est possédé. C'est-à-dire que la possession... Alors, est-ce que c'est une possession démoniaque? Est-ce que c'est une possession d'ordre mystique? Là, je ne sais pas. Là, j'ai des limites. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. Mais en tout cas,
vous avez ici un personnage qui échappe complètement, si vous voulez, à la possibilité de la transfiguration par la connaissance, qui est représentée par ou par l'amour, mais un personnage qui peut directement, sans aucun médium, directement accéder à la voie suprême. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il existe au moins 2 voies, si ce n'est 3, pour, en fait, pour réaliser en soi. Je ne suis pas du tout théologien. Hein. Je pense que vos notions, vos connaissances, là, pour le coup, en théologie, sont certainement bien supérieures aux miennes. Je n'ai jamais fait d'études de théologie. Mais j'ai en mémoire, moi, une phrase qui me hante, c'est celle de saint Irénée de Lyon, mais beaucoup d'autres, des gens comme saint Grégoire Palamas, des gens qu'on appelle des docteurs de la divinisation, ne cessaient de proclamer, c'est de dire que, si vous voulez, si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme se fasse Dieu. Et cette deuxième étape de la mission divine, qui est tout à fait, j'allais dire, licite, qui est écrite dans nos catéchismes. On parle de la déification par la grâce. Je veux dire, c'est pas une invention d'ésotéristes, ça. Eh bien, voilà une chose dont on parle très peu. Voilà une notion dont on parle beaucoup plus dans les milieux orthodoxes que dans les milieux catholiques. Absolument, oui. Moi, j'ai eu accès à cette notion-là. C'est grâce, justement, à des travaux d'ésotéristes français, chrétiens, tels que Jean Faure, tels que Pierre Gordon, tels que Raymond Abellio, qui insistent sur le rôle final, eschatologique, au niveau individuel, mais peut-être aussi au niveau civilisationnel, et c'est là où le politique arrive en place, de la notion de transfiguration. C'est-à-dire qu'on a, si j'osais, un retour de balancier de l'incarnation. Avec l'incarnation, vous avez l'esprit qui se met au service de la vie, vous avez le miracle de la vie qui devient divine, si vous voulez, avec l'incarnation, et vous avez cette mise en œuvre de la deuxième partie de la mission chrétienne, et encore une fois, fort malheureusement, dont nos prêtres catholiques parlent très peu, hein, je suis un fidèle de l'Église, j'en entends très peu souvent parler, qui est le mouvement où cette fois-ci, la vie se met au service de l'esprit. Et là, c'est ce que Raymond Abellio appelait un miracle de miracles. Et j'en reviens à un autre sujet. Le rire fernandélien est un viatique possible du Saint-Esprit. C'est un véhicule tout à fait matériel de la mise en joie, que votre joie demeure. C'est en ce sens que le matérialisme ne peut pas être réduit à une vision purement mécanique, telle que cette science stupide, je suis physicien, hein, mais cette stupide science du 19e siècle, enfin de la Renaissance jusqu'au 19e siècle, l'a mise en œuvre. Le véritable matérialisme ne peut être que spirituel, puisque la matière, contrairement à ce que disent nos ennemis dualistes, la matière n'est pas le creuset du mal. Évidemment, ça c'est l'erreur cathare par excellence, c'est l'erreur puritaine par excellence. Je suis aussi en guerre radicale contre le puritanisme, qui est une pensée dualiste. De même que le véganisme. Hein. Avec le véganisme, aujourd'hui, vous avez une résurgence du catharisme. Ça, je me fais fort de le démontrer, peut-être dans une autre discussion. Le véganisme est un catharisme en action. Le véganisme est un gnosticisme en action. Et lui, il gagne. Hein. Donc, plutôt que de lutter contre le catharisme qui est mort, on devrait lutter contre le véganisme, mais avec les mêmes armes que celles des dominicains. Hein. Il n'y a rien de mieux pour lutter contre les véganes que saint Thomas d'Aquin. Et ils sont dans un monde puritain où il ne faut surtout pas se mêler de ce qui est, selon eux, malsain. Or, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, la matière n'est pas malsaine. Elle ne peut pas l'être puisqu'elle a été créée par Dieu. Que sa nature, que son essence soit d'un ordre moins élevé
qu'il y ait plusieurs ordres d'élévation, certes, évidemment, mais la matière ne ressort pas du mal. Ça, il faut passer sa vie à l'expliquer. Oui. Et donc, on comprend que, si vous voulez, le rire devant un film de Fernandel peut relever d'une des multiples manières d'accéder à la transfiguration. D'accord. Je me permets, parce que là, du coup, ça fait 40 minutes déjà d'entrevue. Juste quelques mots sur Parousia et qu'on rentre vraiment dans le sujet, parce que sinon, effectivement, les 5 heures que vous avez annoncées au début, on va les passer. Donc, juste Parousia, vraiment en quelques grands principes, vraiment très court pour finir sur votre présentation et votre regard. Tout à fait. Alors, c'est un mouvement que j'ai fondé le 27 juillet 2008 sur le parvis de la basilique de Saint-Maximin, qui contient les reliques de Sainte-Marie-Madeleine, en concurrence entre 3000 guillemets, en concurrence avec Vézelay, évidemment. C'est une concurrence à l'amiable, c'est certain. D'ailleurs, le 22 juillet prochain, je serai présent à Vézelay. Mais Parousia est un mouvement qui a pris conscience que pour lutter contre la postmodernité, il fallait à la fois jouer dans les domaines de l'art, de la politique et de la spiritualité. C'est-à-dire que ce sont 3 domaines qui s'enchâssent l'un dans l'autre, qui sont axés les uns sur les autres, un peu comme, on va dire, alors je ne suis pas du tout hérétique en disant ça, mais comme une image de la Trinité, ces 3 domaines d'action, c'est-à-dire que le domaine de l'art, vous le savez, comme avait dit le peintre Alexei von Zemlinsky, l'art est la nostalgie de Dieu, comme l'a dit aussi Tarkovsky. Donc la fonction artistique a une fonction profondément spirituelle. La fonction, j'allais dire, politique, elle plutôt relève, on va dire, du verbe mis en action. Et puis, la fonction du lien social horizontal, là, c'est plutôt la fonction de la sagesse. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas mettre de mouvement concret en état sans faire jouer ces 3 domaines d'action en même temps. Mais surtout, il ne s'agit absolument pas, en réalité, de faire, même pas une communauté, et encore moins une secte ou quoi que ce soit. Il faut faire, comme l'a dit Abellio, un groupe d'individus. Moi, je suis absolument persuadé, et de plus en plus, que, comme le disait Jean Faure, c'est collectivement que nous avons chuté, mais c'est forcément individuellement que nous gravirons les barreaux de l'échelle. Comme on le voit dans la plupart des triptyques médiévaux, celui de Roger van der Weyden qui est aux Hospices de Beaune, les gens qui montent au paradis sont seuls. Ils ne se touchent pas. Ils sont seuls. Ils sont dans une solitude rayonnante. Léon Bloy disait, plus on est seul, plus on est proche de Dieu. Ceux qui sont agglomérés, ceux qui se touchent, qui se vomissent dessus, qui se rampent, c'est ceux qui partent en enfer, sur la partie gauche du tableau. Ceux qui sont agglomérés, qui vivent dans des agglomérations. Donc le but, c'est, je lâche le mot, le but c'est d'accéder, comme le disait Artaud, à un statut d'anarchie solaire. En soi et pour soi, de se re-hiérarchiser au sein de soi, au milieu des combats. D'accord, merci pour cette bonne présentation. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce qui caractérise vos regards, alors vous l'aviez un tout petit peu évoqué au début, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la genèse de votre intérêt pour Fernandel? Quelle a été la première apparition fernandélienne? Est-ce qu'elle a été visuelle? Est-ce qu'elle a été sonore? Quand est-ce que ça a eu lieu? Vous avez tout à fait question, c'était bel et bien une apparition. J'avais une douzaine d'années, j'étais, même moins, j'étais en proie à des cauchemars continus. Ces cauchemars ont débuté à 6 ans, mais ce ne sont pas du tout des cauchemars vécus dans l'inconscient, c'était de véritables
véritable créature nauséabonde qui venait hanter ma chambre. J'en parle parce que j'ai aucun problème pour en parler. D'autres gens que moi les ont vus, et même des gens que je ne connaissais pas. Donc il faut savoir que... Donc j'ai su très tôt que le mal existait, et qu'il n'était pas forcément d'origine spécifiquement humaine, comme le disent ces ordures de chrétiens psychanalystes qui ramènent tous les symboles du christianisme à la psychanalyse. Non, non, et 3 fois non, le mal n'est pas une création humaine. Ça, c'est vraiment un truc à combattre à 100% également. L'homme est un jouet du mal. Et bien, figurez-vous que effectivement, un jour, mes parents m'avaient mis au lit, et puis j'avais 12 ans, et je me suis glissé derrière eux pour voir un film, parce que j'avais vraiment hâte de quitter pendant un moment ces affreuses créatures, et je suis tombé en plein sur la torture caprine de Fernandel dans le film François Ier de Christian Jacques, où il subit la question. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez du film, le film se passe en 1936, il me semble, il est tourné en 1936, il joue dans une pièce de théâtre, et puis le mage Cagliostro, qui est dans le film, hypnotise l'acteur Fernandel, qui joue un acteur dans le film, pour le faire plonger en arrière à l'époque de la cour de François Ier. Et il se retrouve à la cour de François Ier avec un petit Larousse dans la poche, et donc il fait plein de prédictions aux gens, il leur apprend, je ne sais plus ce qu'il introduit à la cour de François Ier, il introduit, écoutez, ça m'échappe, mais il introduit la recette de la moutarde. Dont on manque beaucoup aujourd'hui, là, on en aura bien besoin. Voilà, vous voyez, ça tombe en résonance. Et la recette de la moutarde, comme le savent tous les historiens, a été introduite en France après la défaite de Pavie. Donc pas à l'époque, postérieure de quelques années de l'époque où se passe le film. Donc il est pris pour un sorcier et subit la question, afin qu'on lui demande quel est ce petit Larousse. Et là, évidemment, il subit la plus affreuse des tortures, c'est-à-dire qu'il se fait lécher les pieds par une chèvre. Qu'est-ce que vous allez me faire, Ferrand? Vous questionnez, mon cher duc. Vous avez une drôle de manière de questionner les gens, vous savez. Ne vous en plaignez pas, c'est la plus aimable. Oh, et Mais si vous ne répondez point, nous en avons d'autres. Ah oui? Nous avons la question ordinaire et la question extraordinaire, ainsi que les 32 façons de les appliquer l'une et l'autre. Par exemple, le cataplasme de poids enflammé sur l'estomac. Je préfère avec de la farine de lin. Le lavement à l'huile brûlante. Oh. L'introduction entre cuir et chair d'objets divers, tels que dés à jouer, fourchettes à 2 dents, éperons à molettes ou œufs durs. Pourriez pas m'ajouter un peu de mayonnaise? Si tu ne veux pas souffrir 1000 morts, parle, parle. Comment t'es-tu procuré ce Larousse? Je l'ai acheté. Acheté à qui? Sur les quais. Sur les quais, padre, cet homme se joue de nous. Oh, poussez-vous à cause de l'ail. Je te ferai rentrer ton insolence dans la gorge. Écoute, j'ai connu un hérétique possédé du démon tel que toi. Oui. Il souriait tandis qu'on lui écrasait les membres dans des étaux de fer. Il riait pendant que le bourreau découpait des lanières dans la peau de son ventre et les tressait comme chevelure de femme. C'est drôle d'être méprisable. Mais cet homme parla lorsqu'on en vint au supplice de la chèvre. La chèvre? C'est une scène, si vous voulez, j'ai découvert à ce moment-là que le cinéma pouvait, j'avais déjà vu beaucoup de films à l'âge de 12 ans, j'ai toujours été un cinéphage, un énorme cinéphage, mais que le cinéma pouvait ne rien avoir à faire avec une quelconque distanciation que ce soit. C'est-à-dire que contrairement à ce que disent beaucoup d'intellectuels et critiques du cinéma, le cinéma est avant tout une distinction, une distance
une mise à l'écart entre le spectateur et le film, entre le film et la réalité, entre la pellicule et ce qui est représenté. Vous voyez, et là, on est dans ce qui s'appelle le cinéma de la fascination. C'est le cinéma qui rebute tous les intellectuels du cinéma. C'est-à-dire que quand vous voyez ce film, vous n'êtes plus vous-même, vous n'avez plus aucune distance. D'ailleurs, il y a quand même des critiques, je crois que c'est le critique Jacques Lorset qui l'a écrit. Il était dans une salle de cinéma au moment où était diffusé le film Ernest le Rebelle, qui est un des films les plus déments qu'ait fait Fernandel. Absolument dément. C'est Christian Jacques d'ailleurs aussi, je crois. C'est une adaptation de Perret, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, son nom va me revenir. Et la salle entière était en transe de larmes, de rire, dès le générique, au moment où les pieds de Fernandel apparaissent à l'écran. Les pieds de Fernandel. Et après, vous avez la caméra qui remonte lentement le corps de l'homme, et quand la caméra arrive au niveau du visage, là, le critique, Jacques Lorset, écrit que bien, c'est terminé. Il n'est plus critique de cinéma. Il entre dans ce que l'on appelle le fanatisme. Et alors pour moi, c'est une question de caractère. Pour moi, le fanatisme, c'est l'une des grandeurs de l'homme. Je suis absolument amoureux du fanatisme, et je sais que ça ne se porte plus très bien aujourd'hui. Mais pour moi, les plus grandes choses dans l'histoire humaine ont été faites par fanatisme. Et j'aimerais bien redonner au mot fanatisme ses lettres de noblesse. Fanatisme, ça ne veut absolument pas dire cruauté, débilité. Ça c'est la Troisième République qui vous a mis à tous ça en tête. Relisez la République des vaincus, le texte de Léon Bloy, écrit 10 ans après la République de 1870, qui décrit à quel point cette République est une République de prostitution, de défaite totale. On pourrait évidemment le relire aujourd'hui, hein, parce que c'est une République du doute, mais du doute qui tire vers le bas, pas du doute constructeur, du doute destructeur. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc il y a tout ce que l'on aime esthétiquement, éthiquement, relève du fanatisme. Le fanatisme des Templiers, le fanatisme des constructeurs de cathédrales, tout ceci est une dynamique de construction. Ce que je veux dire, c'est que le fanatisme est constructeur. Le fanatisme du destructeur, c'est pas un fanatisme, ça s'appelle la barbarie. Et la barbarie n'est rien d'autre qu'une jalousie de la construction. Le barbare, hein, est jaloux du fanatisme. Et puis aujourd'hui, le vrai problème, comme l'a dit Dominique Deroux, d'ailleurs, dans Immédiatement, il me semble, c'est que notre civilisation est certes crève de... Enfin, notre époque meurt parce qu'elle manque de civilisation, mais plus encore, elle manque de barbarie. C'est ça le véritable problème. Parce que nos barbares à nous n'ont absolument pas la stature des Visigoths, des Alains et des Vandales. Vous voyez ce que je veux dire ? Il leur arrive à la cheville. Donc, nous, on arrive à la cheville des Gaulois sous Clovis, mais nos barbares également. Et c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que les hommes qui rêvaient de combats épiques des temps de la fin, avec des épées glorieuses sur des montagnes, vous voyez, comme au Valhalla, pour lutter contre les envahisseurs, contre les Américains, etc. Non, évidemment, on a la fin de civilisation qu'on mérite, c'est-à-dire celle de mourir dans une flaque de diarrhée pendant le Covid. C'est ça notre fin de civilisation. On n'a absolument pas une fin de civilisation, on a celle que l'on mérite. Voilà. Et la seule façon pour moi, encore une fois, parce que je suis tout sauf pessimiste,
Comme le disait Chesterton, l'optimisme et le pessimisme sont deux idioties égales, inventées par la modernité. Ce qu'il faut, c'est pleurer d'amour chaque matin en voyant le miracle du lever du soleil. C'est ça qu'il faut retrouver en soi. C'est la dignité des pleurs. C'est par les pleurs, et surtout par les pleurs de rire, que l'on ne pourra que relever le niveau pour faire barrage, j'allais presque dire, à l'absence de barbarie. Alors pour revenir un peu à Fernandel, du coup vous en parlez à la fois comme acteur et comme chanteur. Oui. Il y avait une petite question, est-ce que lui il a... Parce que moi je m'étais intéressé donc comme je le disais à Bourvil récemment, et on retient plus Bourvil comme acteur que comme chanteur, alors qu'il a commencé par la chanson. Pour Fernandel, c'est la même chose ou pas? Tout à fait. Alors Bourvil a commencé par la vénération de Fernandel. Exactement, oui. Et oui, Fernandel pendant au moins 10 ans, si ce n'est pas 15, a écumé toutes les salles de chant, d'abord de Marseille, puis de Provence, puis de France. C'était un chanteur né. Comme Maurice Chevalier, ils ont commencé à peu près au même moment. Ils ont commencé sous l'égide du chanteur Paulin, qui était un bon gros Gaulois, Rubicon, avec un bidon de plusieurs kilotonnes, qui faisait du comment on appelle ça, pas du cafran, c'est de la chanson militaire, là, qui chantait habillé en militaire. Et donc Fernandel a beaucoup chanté ça. Ensuite, il a fait du théâtre, mais du théâtre, c'est pas tout à fait du théâtre de boulevard, c'est de très courtes pièces de 10 minutes qui très souvent se jouaient dans les cinémas avant de projeter le long métrage. Et puis après, il a fait des courts métrages qui duraient également 10-20 minutes, qui ont remplacé les acteurs et qui étaient projetés avant les longs métrages. Et les grands acteurs, je pense aussi à Rému, par exemple. Pour moi, Rému et Fernandel sont très fortement semblables. C'est le seul à qui je pourrais le comparer. Bon, il y a Gabin aussi, il y a Jean Gabin aussi, tout à fait, ouais. dans notre ordre d'idées, mais il y a également Jean Gabin. C'est certain, c'est sûr et certain, il n'y a aucune ambiguïté. Ces trois-là, Rému, Gabin et Fernandel, étaient trois acteurs gaulois. C'est-à-dire que, comme l'a dit Godard, la vie du cinéma est similaire à la vie d'un être humain. Et quand on est ésotériste et un homme de connaissance, on sait que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On sait que tout est homothétie. Donc la vie du cinéma ressemble aussi à la vie d'un individu et ressemble aussi à la vie d'une civilisation. Godard disait que le cinéma ne vivrait guère plus longtemps que la vie d'un être humain. Effectivement, il commence muet, après il commence à savoir parler, et puis etc. Après il devient, arrivé à 50 ans, il devient stérile. Enfin, c'est très amusant de comparer tout ça. Et vous avez à peu près la même chose, on peut comparer ça à la vie de notre civilisation. Vous avez un cinéma gaulois au départ. On parle beaucoup de Jean Eustache en ce moment. On vient de ressortir Télérama, le Nouvel Obs découvre La Maman et la Putain. Il nous serine que c'est un grand film, alors qu'à l'époque il caguait sur la tête de Jean Eustache. Mais il ne caguait pas en disant que c'était un film malséant ou plein de gros mots. Ça, c'était les bourgeois du Festival de Cannes. Non, les cahiers du cinéma et Télérama caguaient sur Jean Eustache parce que c'était pour eux un cinéaste réactionnaire. Parce que, à cause de la tirade de Véronica, qui dit quand on baise, c'est pour faire des enfants, sinon c'est de la merde. Faut bien comprendre ça. Je parle de ça parce que l'exergue de mon livre, c'est La Maman et la Putain. Véronica qui dit à Alexandre: j'aime bien les films fantastiques, les vieux films de vampires, ils sont complètement ridicules. Et Alexandre lui répond: non, moi j'aime bien les films terre à terre, j'aimerais bien voir un Fernandel. Voilà, Jean Eustache était amoureux de Guitry, de Pagnol, et bien sûr, avant toute chose, des frères Lumière. Eh bien,
avec les Frères Lumière, on a la mise en place d'un cinéma gaulois. On est chez Honoré d'Urfé, que j'ai cité tout à l'heure. On n'a pas d'effet de manche. Et puis, on a des acteurs gaulois. On a des acteurs qui viennent de la vigne, qui viennent de la mer, qui viennent de la campagne. On a des acteurs qui ne savent pas boutonner leur veste à l'endroit. On a des acteurs qui ont leur accent, qui le traînent toute leur vie. C'est comme un sacerdoce. On a des acteurs non cultivés. Aujourd'hui aussi, ils sont évidemment encore moins cultivés, mais pas dans le bon sens du terme, là. Mais ils cultivent en plus l'arrogance. L'arrogance de ne pas l'être. Évidemment, c'est tout à fait différent. Après, on est passé au cinéma français. Pas oublier que ce que la France a fait à la Gaule, le cinéma parisien l'a fait au cinéma gaulois. C'est-à-dire qu'après, on a eu tous les films qui ont été faits dans des studios français. Ça s'appelle parisien, pardon. Ça s'appelle à partir de la nouvelle vague. Et puis après, on a le cinéma républicain. Parce que la République, je répète, c'est très important, ce que la République fait en ce moment à la France, et ce que l'universalisme déstructuralisant et occidental fait à la France, ça se fait exactement sur le même modèle que ce que la France a fait à la Gaule. Ça, c'est mon avis profond. Eh bien, le cinéma républicain fait au cinéma français ce que le cinéma français a fait au cinéma gaulois. Le dernier acteur gaulois, ça a été Jacques Dufilot. Il a eu du mal à se faire un petit chemin entre Omar Sy et Kev Adams. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, il sort 10 films par an en France. 10 films par semaine en France. Bon, là, il faut relire Guénon sur ce que c'est que la quantité par rapport à la qualité. Vous avez, moi je vais très souvent au cinéma, sur un mois, vous avez 2 films qui en valent la peine d'être vus, sur un mois ou 2, alors que dans les années 70, une semaine, vous aviez 3 films qui sortaient, vous aviez le choix entre un Wells, un Kurosawa et un Duvivier. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Du coup, vous commencez votre ouvrage par une litanie de tous les rôles de Fernandel, et vous écrivez donc que ces quelques 150 rôles qu'il a incarnés en sont un seul et unique. Alors, sans tout nous dévoiler, évidemment, le contenu de l'ouvrage, pouvez-vous nous dire pourquoi et comment vous voyez cette unité ? Oui, alors, c'est pas une unicité, effectivement, il y a une unité. Une unité parce que, d'abord, Fernandel n'a fait que des rôles, si vous voulez, je ne dirais pas qu'il lui plaisait, certainement pas, mais en tout cas qu'il n'allait pas à contre-courant de son éthique. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il a eu suffisamment de succès tôt et suffisamment d'argent pour se le permettre. Sa villa des 1000 Roses à Marseille, qui est à 2 pas de là où j'habite, et qui, aujourd'hui, elle est située avenue Fernandel. Aujourd'hui, c'est une crèche, il me semble. Eh bien, elle était sous la protection vivante et agissante de la Vierge Marie, avec une statue, une sculpture, une statue. C'était un catholique pratiquant. Vous savez qu'il a été... Pie XII l'a fait venir en audition particulière en 1953 au Vatican. Il est allé avec sa fille Josette. Pie XII a quand même déclaré que Don Camillo était était l'homme d'église le plus connu de la chrétienté, après lui le pape, quand même, évidemment. Et Pie XII était tellement impressionné par le fait de recevoir Don Camillo chez lui, Fernandel, qui n'a même pas osé lui parler de Don Camillo. Pie XII a été timide devant Fernandel, vous imaginez, et il parlait parfaitement la langue française. Et la seule fois où il y a 2 fois où Fernandel a failli briser son unité, ça a été d'abord avec Autant Lara, avec l'Auberge Rouge, où il a eu l'impression, fausse par ailleurs, mais il a eu l'impression de faire un film anti-chrétien. C'est-à-dire, en fait, pour la première fois, il a eu l'impression que le spectateur se riait de son personnage de prêtre, Girovague.
et non pas non pas riait avec son personnage. C'est vrai, je me permets de vous interrompre. L'Auberge Rouge, moi j'ai découvert il y a très peu de temps, du coup, grâce à vous, en préparant l'entrevue. Et, et, J'ose pas. et il y a un côté. C'est vrai que parfois il y a un côté presque. Je trouve un peu limite, effectivement, presque gênant dans cette comédie, presque un peu malsain. Effectivement, quand on voit tous les gens de l'auberge rire autour de lui de manière un peu diabolique, etc. Et c'est vrai que à l'époque, c'est une comédie vraiment très très noire, je trouve. Ah, c'est une comédie très très noire, complètement revendiquée par Autant Lara qui en a fait d'autres. D'ailleurs, c'est évidemment l'un de ses meilleurs films. C'était pas un très grand cinéaste. Je suis prêt à le maintenir sous n'importe quelle torture caprine. Il suffit de voir ses premiers courts-métrages d'expérimentation qui sont d'une nullité absolument épouvantable. Mais, ceci dit, je trouve que Fernandel parvient à racheter complètement le personnage. C'est-à-dire qu'il est fébrile, mais il maintient un honneur de prêtre enfermé dans un pâturage de crimes sanglants. Je veux dire, c'est plutôt la situation qui fait rire. J'ai pas l'impression qu'il est tourné au ridicule. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, quand il y a des personnages qui le tournent au ridicule dans ce film, et c'est vrai qu'il y en a, pour moi, de mon propre point de vue, ils perdent par rapport au personnage de Fernandel. Mais ceci dit, certes, c'est équivoque. Et lui, à la fin du film, bon, c'est très connu, il s'est violemment pris à partie avec Autant Lara. Et il lui a dit désormais des films d'avant-garde, il estimait que c'était un film d'avant-garde, les films d'avant-garde, voilà ce que j'en fais. Il a fait un bras d'honneur à Autant Lara, à toute l'équipe technique, puis il est parti en colère. Et la deuxième fois, c'était avec celui qui a fait la Bourse et la Vie. Zut alors, son nom va me revenir, Mocky, voilà. Avec Jean-Pierre Mocky. Mocky voulait l'embaucher, alors évidemment, là, avec Mocky, on ne peut que se poser des questions, bien sûr. Et Mocky lui a dit, écoute, on travaille ensemble à condition que tu ne fasses pas l'une de tes mimiques chevalines exaspérantes. Et Fernandel lui a dit, mais il n'y a aucun problème, je joue à condition que tu ne te moques pas de la religion. Et banco, ils ont topé là, et puis effectivement, ils ont fait un polar qui n'avait rien à voir avec ça. Donc Fernandel était un pratiquant, mais absolument pas puritain du tout, mais ceci dit, absolument quelqu'un de très correct, qui n'a jamais prononcé, mais comme tous les gens de cette époque, qui n'a jamais prononcé une seule vulgarité en public, une seule salasserie, un seul gros mot, comme on le dit, qui a toujours protégé sa famille de la vulgarité médiatique, sauf son fils Franck, qui a absolument tenu, c'est son fils qui a insisté, qui a tenu à faire du cinéma et de la chanson. Donc là, d'accord. Il a mis à un moment donné Josette, sa fille, en relief. Il a fait un film avec elle. Je vous le recommande d'ailleurs, qui est hilarant. Ils ont voulu faire une espèce de Shirley Temple française. Bon, ça n'a pas marché. Et les journalistes ont cherché désespérément pendant des décennies à trouver une maîtresse, à dégoter une maîtresse chez Fernandel. Et à la fin des années 60, vous avez, je crois que c'est Paris Match, il me semble, qui a titré en gros La femme cachée de Fernandel. Donc là, c'est une de leurs plus grosses ventes à l'époque. Les gens se sont précipités pour trouver quelle était la femme cachée de Fernandel, bien cachée à l'intérieur du journal. Et c'était évidemment son épouse, qui était cachée par Fernandel. Voilà, c'est le seul truc qu'ils ont pu cacher. Donc Fernandel était, alors bien sûr chrétien catholique, Verneuil l'a dit, très pratiquant. Son problème existentiel, c'était que lorsqu'il se rendait à des cérémonies chrétiennes ou à des enterrements, eh bien tout le monde éclatait de rire. Il y a vraiment une croix fernandélienne. C'est vraiment une croix, il en a terriblement souffert. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'il faisait la tête au quotidien, dans les rues. J'ai des amis marseillais qui m'en ont parlé. Il tenait pas à ce qu'on l'accoste parce que il en avait assez de ce genre de situation
très dur. Alors, il montrait dans des films, et on le voit dans le Sputz de Fernandel, où il parvient à retourner les gens qui se rient de lui en rire vainqueur. C'est-à-dire, il parvient en fait à retourner son humiliation en humilité. Vous voyez, c'est ça son secret, en fait. Il n'y a jamais eu d'arrogance dans ses rôles. Il y a une très grande phrase de Paul Morand, qui était un anti-fernandélien, mais bon, peu importe, une très grande phrase de Paul Morand, qui a écrit, qui était un spécialiste de Dostoïevski, qui a écrit « Au sentiment des humiliations qui fait les révolutions, succédera le sentiment de l'humilité qui fait les religions. » Il y avait ça chez Fernandel. Il transmutait le rire du vainqueur. Regarde sa gueule, regarde comme il est laid. C'est ce qu'a dit sa grand-mère quand il est né, hein. Mon Dieu qu'il est laid. Transforme ce rire-là, rire de vainqueur, rire de infect. Il parvient à transmuter ce rire en mise en œuvre de l'humilité. C'est en ce sens que je parle de transfiguration. Quand on rit, si on commence à rire de Fernandel, on ne peut que finir par rire avec lui. Et donc par être accompagné dans cette libération. C'est-à-dire qu'il nous libère en réalité. Et il a libéré quantité de gens. Verneuil disait, quand ils étaient à New York, qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas, ils voyaient son visage, il riait sur place, mais il riait je ne sais pas à quoi on peut comparer ça. Un rire, le contraire du rire satanique. Le rire de joie de celui qui accède au paradis. Parce que moi, je suis persuadé que le rire existe au paradis. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. À l'école, déjà tout enfant, lorsque je répondais présent, toute la classe riait. Et ces rires me rendaient triste. La vie n'est pas une scène, et j'avais beaucoup de la peine. Ces gens qui riaient sans savoir, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. Comme tout le monde, j'ai eu 20 ans, je suis parti au régiment. Tous les copains riaient, et ces rires me rendaient triste. J'étais toujours sur la sellette, comme un troupier d'une opérette. Ces gars qui riaient sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. Un beau jour, j'ai connu l'amour, j'ai dit, je t'aimerai toujours. Et la fille riait, et son rire m'a rendu triste. Je me disais, t'as pas trop de veine, et j'avais vraiment de la peine. Cette fille qui riait sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Un beau jour, j'en ai fait mon métier, un peu forcé, presque obligé.
et le public riait, et je n'étais plus triste. J'avais trouvé mon existence, et maintenant, lorsque je pense aux gens qui riaient sans savoir, c'est bizarre. Maintenant, je sais pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Maintenant, je sais pourquoi, je suis heureux, comme ça. Je précise quelque chose. Fernandel, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'avait aucune culture. Il a arrêté ses études très tôt. Je ne sais plus quand exactement, mais je crois qu'il n'est jamais entré au collège. Hein. Il s'est arrêté très tôt. Il était en colère contre ses profs de français. À un moment donné, il l'a dit souvent, il s'est mis en colère contre sa prof de français qui lui apprenait la cigale et la fourmi. Il s'est levé, il a dit « Comment, madame, votre La Fontaine, là, il ne le sait pas qu'il n'y a pas de cigale en hiver ?» Ça l'a rendu fou qu'on lui apprenne des trucs qui déstructuraient complètement tout ce qu'il savait sur la nature. Il est parti en claquant la porte. « Plus jamais je remettrai les pieds dans votre cour. » Et il est parti, et donc quand même il a eu une très grande humiliation, là on peut le dire, de manque de culture face à Guitry et Pagnol par exemple. Il en a souffert toute sa vie. D'accord. Mais il en a joué parce que, comme l'a dit je ne sais plus quelle actrice, l'actrice qui joue avec lui dans La femme du boulanger, hein, Ginette Garcin, entre un très bon film qui devait tourner à Paris et un film médiocre qui devait tourner à Marseille, il choisissait toujours Marseille. Là, on est dans une démarche absolument injustifiable du point de vue cinéplastique et cinématographique, sauf que cette démarche est amplement justifiable du point de vue religieux, puisque le moindre des films mauvais de Fernandel vous transforme un homme et vous retourne comme un gant dans le sens de la sanctification vivante et agissante. Je vais rebondir là-dessus justement. Pourquoi, vous l'avez un peu dit déjà, mais pourquoi selon vous la vie de Fernandel est empreinte de sainteté? Et puis pour détendre un peu les zygomatiques avec une question un peu moins sérieuse, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il n'a pas été reconnu comme saint par l'Église? Oui, alors, je ne dis pas que sa vie était sainte. Sa vie, attention, sa vie personnelle, hein, sa vie familiale, sa vie était faite de vie quotidienne. C'était une vie quotidienne. Sa vie quotidienne n'était pas sainte. Ce qui est saint, c'est sa vie artistique. C'est ça qui est saint. C'est-à-dire que il a mis, si vous voulez, il n'a jamais fait de film qui relève de la bondieuserie. Ça n'existe pas. Et surtout pas Don Camillo. Il aurait pu faire des biographies de Saint-Vincent de Paul, comme il en existe d'ailleurs, et Pierre Freinet, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui n'ont rien à voir avec ce que je vous dis. C'est-à-dire, il n'a jamais été dans l'exemplarité. Il n'a jamais voulu dire « Regardez comme je suis un saint, regardez, c'est ça qu'il faut faire ». Jamais, jamais. Ce que met en branle Fernandel, c'est une puissance d'action pour vous transformer, vous, de l'intérieur. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'il n'est jamais dans l'exposition d'un exemple, et encore moins d'une idée. Il est toujours dans la mise en œuvre d'un processus de sanctification. C'est ça que je veux dire. Donc sa sainteté, elle est là. Elle est dans son travail permanent. Mais moi, je suis prêt à dire que dans le moindre... Alors évidemment, il y a des rôles qui ne sont pas réussis. Il a fait 150 films, spécialement dans les années 50-60, où il commence un peu à s'empâter. Il y a des films qui ne sont pas terribles, qui sont paresseux, bien sûr, bien sûr. Sur ces 150 films, j'en parle, vous en avez une bonne centaine qui vous transforment radicalement. Sa sainteté est là. Après, ce ne sont pas des miracles au sens où l'Église l'entend.
quand je parle de Saint-Fernandel, vous l'avez relevé évidemment, c'est avant tout de l'humour. Je ne veux pas, ce n'est pas une hagiographie et encore moins un traité théologal visant à démontrer. Mais, comme disent les jeunes, j'avoue que si on parvenait à lui afférer un statut de bienheureux... Vous êtes prêt à participer au procès de canonisation? Il est fort possible qu'il y ait sans acrimonie aucune, mais qu'il y ait des bienheureux qu'il ait un tout petit peu moins mérité que lui. Même si vous développez assez peu cette grille de lecture dans votre ouvrage, mais vous le mentionnez à un moment donné quand même, vous analysez un peu la trajectoire fernandélienne, donc composée un peu de grands mouvements presque cachés justement, là pour le coup ésotériques derrière sa vie artistique, notamment au travers des arcanes du tarot de Marseille. Alors pour les non-initiés dont je fais partie, pouvez-vous nous expliquer comment peut-on lire une vie à travers les cartes sans tomber dans l'hérésie new ageuse et païenne, et du coup quels sont un peu les grands mouvements dans la vie artistique de Fernandel, symboliques que vous voyez au travers des arcanes du tarot? Alors le New Age est une hérésie qui relève la plupart du temps du syncrétisme. Le paganisme n'est pas une hérésie. Le paganisme est une religion pré-chrétienne. Ce qui est effectivement hérétique, si vous voulez, dans un sens, c'est de continuer à l'être. Mais je veux dire, pour être bien... oui, alors le tarot, oulala, vaste question là. Alors simplement, ce que je veux mettre en relief ici, et puis surtout Abellio, je reviens à lui, était un très grand spécialiste du tarot. Et il a appliqué son concept très fructifiant de structure absolue à la structure du tarot. En fait, la structure absolue, c'est juste, de mon point de vue, une réactualisation des figures géométriques de Platon, une réactualisation et un affinage, j'allais dire. En réalité, le tarot, d'abord historiquement, pour moi, je n'ai pas de preuves, mais ça fait 20 ans que j'y réfléchis. Pour moi, même s'il a des sources visibles en Italie, etc., mais sa première mise en image, je l'ai nommée tout à l'heure, a été probablement élaborée par Jean Cassien lui-même ou par certains de ses... ou quelques autres des Cassianites. D'ailleurs, la première fois qu'on entend parler, il me semble, de gens qui jouent, de moines, enfin, ou tout du moins de gens d'église qui jouent aux cartes, et conséquemment d'interdiction de gens d'église de jouer aux cartes, ça a été à Marseille au Xe siècle, des moines de l'abbaye Saint-Victor, qui est donc l'abbaye de Jean Cassien. C'est-à-dire que pour moi, elle est directement liée à Sainte-Marie-Madeleine. Mais ça prendrait peut-être... C'est difficile d'expliquer ce genre de choses Mais le principe fondamentalement, le principe du tarot, c'est quoi? Le principe, en réalité, c'est un principe narratif. C'est-à-dire que... Alors, je parle des arcanes majeures. Les arcanes majeures racontent une histoire. C'est-à-dire que c'est le même personnage que l'on voit du début à la fin. Et comme l'histoire est cyclique, mais pas cyclique de manière répétitrice, cyclique de manière amplificatrice ou désamplificatrice. C'est-à-dire chaque fois qu'une histoire recommence, c'est un niveau amplifié supérieur ou un niveau plus faible inférieur. L'histoire ne se répète pas, l'histoire ne repasse pas les plats, comme disait Céline, mais simplement les histoires sont souvent analogiques. Eh bien, vous avez effectivement la fin qui se reboucle sur le début. Vous avez j'ai toujours un tarot sur mon bureau, vous avez le monde qui se reboucle sur le mat, voire sur le battleur. Pour être très clair, l'histoire racontée par les arcanes majeures du tarot est, à mon sens, une histoire narrative qui est la base de toute histoire individuelle vécue par chacun d'entre nous. C'est-à-dire que vous aviez... Et qui se découpe en 3 tiers.
l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, qui sont plutôt des états d'esprit que des périodes de la vie, vraiment, et avec des étapes à franchir à chaque fois, et qui sont remarquablement décrites par un livre que vous connaissez évidemment tous, qui est l'Apocalypse de Saint Jean, qui raconte également une histoire. Et ça, je me promets, c'est le sujet de mon prochain livre. Je vais plutôt préciser que c'est la structure de mon prochain roman, c'est plus juste, parce que mon prochain livre sera un roman. Si le nombre de chapitres de l'Apocalypse de Jean est le même que le nombre d'arcanes majeures du tarot, eh bien, il y a une raison à cela. Alors, j'ai donné une conférence sur ce sujet il y a 10 ans à Paris. C'était même dans un restaurant très sympathique qui s'appelle Le Doux Raisin. La salle était pleine. Mais à l'époque, j'ai pris bien soin de ne pas l'enregistrer. C'est-à-dire que pour le moment, je préfère ne pas en dire plus. Je sais que ça n'a jamais été vraiment exploré, ce genre de choses. Les liens entre les cartes majeures du tarot et les cartes mineures, bien sûr. Alors, ceci dit, je vous dis, ça a été très exploré par Raymond Abellio. Donc, lisez la structure absolue de Raymond Abellio appliquée au tarot. Et voilà, pour en dire, ça ne met rien d'autre en jeu qu'une structure narrative qui est celle de chacun d'entre nous et à la fois celle de notre civilisation. Ok, donc c'est en fait, si on résume, c'est un peu des grands mouvements archétypiques Oui. qui structurent nos vies, et en fait on peut lire nos vies ou nos vies artistiques ou une vie civilisationnelle à travers ces grandes structures en essayant de les repérer, quoi. Tout à fait, avec des étapes principales, mais en réalité, ils ne sont rien d'autre que les sacrements catholiques. Toutes les étapes principales sont liées à ces successions de sacrements. Okay. La création, la naissance, le baptême, la confirmation, vous voyez, tout ça, ça fait partie, ça sacre, parce que les sacrements sacrent, ça sacre des transformations de la vie, et ça finit évidemment par le dernier d'entre eux, par l'entrée dans un autre monde. Et ce que je prétends, si vous voulez, c'est peut-être là où est la nouveauté, ce que je prétends, mais alors là, pour le coup, je ne suis pas le seul, il y a plusieurs historiens qui l'ont montré, même des historiens russes, c'est que ces mouvements sont en fait des mouvements de la vie elle-même, lorsque la vie est en accord avec le monde, quand il n'y a pas d'accident, quand il n'y a pas de rupture, quand il n'y a pas de meurtre, quand la vie s'accomplit pleinement. Eh bien, c'est tout à fait comparable à cette chose vivante qui s'appelle une civilisation. Vous voyez, c'est ça aussi. Et pour moi, le tarot aurait pu être effectivement mis en œuvre à Marseille quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années après le passage de Marie-Madeleine. Pourquoi ? Parce que Marie-Madeleine, après avoir vécu quand même, je vous le rappelle, pendant 10 ans à Éphèse avec Jean et Marie, voici ta mère, il y a quand même eu une famille reconstituée. Alors on pense plus ou moins qu'ils ont vécu pendant 10 ans, avant que leur communauté ne se fasse démembrer par certains groupes israélites à l'époque. Eh bien, je pense qu'ils ont eu le temps de mettre en œuvre, ces 3 personnes-là, et peut-être bien d'autres, une vision commune du Christ, qui par la suite s'est retrouvée aussi bien dans l'Apocalypse que dans les discours et les sermons de Marie-Madeleine, puisque je rappelle, ils ont vécu 10 ans ensemble à Marseille, sermons qui ont très certainement été retranscrits et mis sous forme d'images par la suite. C'est elle qu'on voit sur la carte de l'étoile, par exemple, assurément. Et là je suis encore plus
mystique, si vous voulez, mais on retrouve aussi un peu cette succession dans certains discours prononcés lors d'apparitions mariales fondamentales. C'est-à-dire que pour moi, il y a une concordance absolument merveilleuse entre Lourdes, la Salette et Notre-Dame du Lot et la succession des chapitres de l'Apocalypse. Il n'y a aucun hiatus, il y a un recouvrement complet. Et même avec les cartes du tarot. Voilà ce que... Vous comprenez que ce genre de choses ne peut pas... Alors, je sais que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mais là, du coup, c'est... Mais donnez-nous un exemple, du coup, appliqué à la vie fernandélienne. Par exemple, moi, je vous cite un... Alors, ce qui me parle là, dans ce que vous venez de dire, par exemple, quand j'ai fait une chronique dédiée à Jacques Brel, où j'ai repris ses 3 premiers albums, et du coup, je me suis intéressé à la symbolique du... Quel est son premier morceau? Quel est son dernier morceau? Le premier morceau de Jacques Brel, alors évidemment c'est pas son premier qu'il a écrit, etc., mais symboliquement dans son premier album c'est le premier, c'est Comme un marin je partirai, et le dernier morceau c'est Les Marquises, comme s'il y avait au début de la carrière de chansonnier de Jacques Brel un départ, d'ailleurs sous le signe du démon, hein, qui est très marqué dans la chanson. J'en remercierai le démon, comme il dit. Donc un départ et un attrait pour la mer, et sa vie s'est terminée sur les îles Marquises, enfin même s'il est revenu et qu'il est mort en Europe, mais son dernier morceau c'est Les Marquises, donc c'est sur une île, et Jacques Brel, après avoir fait la voiture, après avoir été pilote, a terminé par le bateau. Et donc quand on prend le début et la fin de l'œuvre de Brel, on voit un peu cette résonance entre Comme un marin je partirai et finalement je termine ma vie sur les îles Marquises. Est-ce qu'on a par exemple dans la vie de Fernandel, vie artistique évidemment, une espèce de mouvement similaire qui pourrait se voir à travers les arcanes du tarot, où on pourrait déceler une espèce de structure symbolique? Tout à fait, j'y consacre 2 pages dans mon ouvrage. Alors en fait, tout repose, ce que vous dites, ça repose sur la carte du mat, qui n'a pas de numéro, c'est-à-dire qui est à la fois au rang original, ce que Abellio appelait le rang 0, ce qui correspond, si vous voulez, à la manifestation du monde, que à la dernière carte. Donc la dernière carte numérotée, c'est la carte 21, celle du monde. Donc là, vous avez le rang 22, qui est si vous voulez, la transfiguration terminale du moi transcendantal. Et vous avez le rebouclement du cycle terminal sur le cycle primaire grâce à la carte du mat, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Saint-Roch, hein, quand vous regardez l'image. Eh bien, tout à fait avec Fernandel, donc c'est une dialectique qui se reboucle sur elle-même. Donc pour Fernandel, vous avez la même chose. Alors je vais peut-être pas lire précisément ce que j'ai écrit, mais en 1930, Fernandel est accueilli par Sacha Guitry. Il n'avait pas fait de film encore, et Guitry le reçoit dans son hôtel particulier, et il lui explique qu'il veut que Fernandel joue un chasseur d'hôtel de 17 ans, encore puceau à cause de la typhoïde. Alors Fernandel était un peu choqué parce qu'il avait 10 ans de plus et il était père de 2 enfants. Donc il lui dit qu'il faut... il est très honoré d'être reçu par le maître et qu'on lui propose un rôle. Et Guitry lui dit « Rassurez-vous, monsieur, vous êtes tout à fait le personnage qu'il me faut. » Et là, Fernandel joue donc quelques minutes dans un film qui s'appelle Le Blanc et le Noir, qui est un film qui ne pourrait pas passer au cinéma aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vont voir Salo ou Les 120 journées de Sodome de Pasolini au cinéma, puisqu'il est ressorti en même temps que La Maman et la Putain. Alors c'est marrant, avec La Maman et la Putain, ils en ressortent ravis, alors que dans les années 70, ils en ressortaient révulsés. Aujourd'hui, ils en sortent révulsés, alors qu'avant, ils en ressortaient ravis. C'est très amusant. Hein. Et aujourd'hui, ils en ressortent révulsés à cause du puritanisme. Aujourd'hui, Le Blanc et le Noir, vous ne pourriez pas le projeter au cinéma. Quand vous le voyez, vous comprenez vite pourquoi. Eh bien, Fernandel joue son premier rôle, il a un groom d'hôtel, et vous avez, dès les premières secondes, un client d'hôtel qui l'appelle et qui lui demande, qui appelle le garçon, « Excusez-moi, est-ce que vous avez des cartes postales représentant des courses de taureaux ?» Fernandel, il est taureau, hein, il est né le 8 mai 1903. Fernandel est né le 8 mai 1903. Et il répond « Des courses de taureaux ? Oui, monsieur. Si vous voulez faire croire
que vous y êtes allé vous-même, il faut les mettre à la poste tous les jours à Saint-Sébastien, puisqu'ils sont à la frontière avec l'Espagne. « Oh, ça c'est une bonne idée !» s'exclame la dame ravie. Et donc Fernandel, là, arbore sa dentition qui n'est pas encore légendaire, et il s'efface, et voilà, il est entré, il a fait ses premiers pas dans l'histoire du cinéma, sous la carte, sous l'égide du Taureau, et en exhibant sa denture chevaline. Et puis on le retrouve une vingtaine de minutes après, avec un discours, enfin, dans une scène très dure et une scène où il est vraiment humilié, là pour le coup. Mais c'est autre chose. Et puis quel est son dernier film? Ça, c'est donc le rang 0. Quel est le rang 22? Le rang 22, c'est son dernier rôle. C'est dans le film Heureux qui comme Ulysse, où, à mon sens, donc là on est plus du tout, là on est dans la récapitulation de tous ces rôles. Là on est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, dans la transfiguration terminale. C'est-à-dire que pour moi, Fernandel a fait des rôles plus bénédictins, plus carmélitins, plus franciscains, plus gyrovague, vous voyez, plus cartusien. Là, c'est un rôle qui les récapitule tous à la fois. C'est, à mon sens, son rôle le plus multiple et unifié et renversant. Pour ceux qui doutent encore de la capacité de Fernandel à endosser un rôle tragique, attention, la grande tragédie, celle de Racine, avec des mots du quotidien, bien sûr. Eh bien, qu'il regarde ce film. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Regardez Naïs, où il joue le rôle tragique du bossu, vous en serez convaincu. Ce que je veux dire simplement, c'est que Fernandel, évidemment, n'est pas qu'un acteur comique. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce film, Heureux qui comme Ulysse? D'abord, Ulysse, c'est le nom d'un cheval. C'est un valet de ferme. Enfin, Antonin Fernandel est un valet de ferme. Et alors là, sa dentition mythique est arborée, exhibée. C'est une dentition comme je l'ai dit dans une interview récemment, là sur TVL, je crois, c'est une dentition de gargouille médiévale. On me demande ce qui distingue Fernandel des autres acteurs, comme Bourvil ou De Funès, que j'aime bien par ailleurs. Ce qui distingue, c'est très simple. Ce sont des acteurs français, et Fernandel est une gargouille d'église médiévale. C'est tout. Voilà ce qui distingue les deux. Fernandel surgit directement d'une page de Rabelais. Mais directement, il n'y a aucun hiatus. Vous êtes chez Panurge, vous êtes dans ce monde-là, vous êtes en Gaule. Et là, il joue donc un valet de ferme, on lui met le cheval Ulysse dans les pattes, si je puis dire, pour qu'il l'emmène dans les arènes d'Arles, pour qu'il finisse sa vie en tant que cheval de picador, pour qu'il finisse sa vie sous les coups de corne de quoi? Eh bien de taureau. Donc ici, on a Fernandel qui termine sa vie sous l'égide du taureau, et une figure qui se retrouve aussi dans plusieurs de ces rôles. Je ne suis pas entré dans l'étude pleine et entière de ça. J'aurais pu le faire, ça aurait pris 20 pages de plus, mais c'était vraiment pas le but de l'ouvrage. Je n'ai fait que l'aborder. Mais en tout cas, je l'ai fait cette étude sous forme de schéma, je l'ai sous les yeux. Sa vie artistique se déploie à la fois selon la structure absolue et selon l'histoire racontée par les cartes du tarot, avec la mort qui arrive aux 2/3, enfin la mort artistique qui correspond en gros à la fin de la Seconde Guerre mondiale, son passage à vide. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'a plus jamais joué de héros.
puisque, on le sait, hein, la postmodernité, puisque la postmodernité débute en 1945, correspond, entre autres, à la mort du héros. C'est ce que dit Jean-Pierre Léaud dans une tirade célèbre de La Maman et la Putain. Hein. Avant, les femmes succombaient aux héros qui étaient des chevaliers. Aujourd'hui, ce sont leurs chirurgiens avorteurs. Oui, Voilà. par rapport au héros, je me permets de vous interrompre. Du coup, on a interviewé récemment sur Radio Lorraine Enragée le créateur de la chaîne Contre-Histoire du cinéma qui analyse justement très bien la mort du héros dans le cinéma français par la nouvelle vague, etc. C'est une chaîne très très bien qu'on vous recommande, vraiment qui permet d'avoir une bonne vision de l'histoire du cinéma français. Voilà. Et je vous laisse finir, excusez-moi. À mon sens, justement, cette mort du héros correspond dans la carrière de Fernandel à la carte 13 du tarot, la carte de la mort. Oui. Et on la retrouve pas dans l'Auberge Rouge d'ailleurs, il y a une histoire avec le tarot, il me semble, dans l'Auberge Rouge. Alors à ce moment-là, il faudrait que je le revoie. Parce que si revoyez-le du coup, parce que moi qui l'ai vu récemment, la famille de crapules, là, etc., à un moment donné, le mari tire une carte du tarot et c'est la mort, et puis il y a le singe justement qui... J'ai maintenant l'image en tête d'un singe avec une carte, ouais. C'est lui qui la tire et c'est le singe qui va le mener à sa perte en fait. Le singe de l'Auberge Rouge. Mais revoyez-le, effectivement. En tout cas, ce qui est remarquable, voilà, c'est le début et la fin sous l'égide à la fois du taureau et du cheval. Ça, c'est incroyable. Ouais. C'est complètement dingue. Alors, juste pour finir, parce que je crois que vous avez un rendez-vous dans 10 minutes et moi aussi, il faut que j'y aille. Donc, je vais vous faire les 2 dernières questions en une. Vous avez 10 minutes maximum. Je vous laisse carte blanche. En fait, pour terminer notre entretien, je vous propose, comme tout le monde ne pourra évidemment pas voir les 150 films de Fernandel avant de lire votre ouvrage sur lequel nos auditeurs vont se précipiter, quels sont pour vous 3 longs métrages de Fernandel avant de se lancer dans la lecture de vos 85 pages, et idem pour 3 chansons, sans justification, juste voilà, si vous avez 3 chansons, 3 films de Fernandel que vous conseillez aux auditeurs. Vaste gageur. Presque sans réfléchir, je vais citer un film qu'on ne cite jamais, que j'ai profondément à cœur, qui me tire des larmes d'amour à chaque fois que je le vois, et où Fernandel n'intervient que 2 minutes. Donc, pour moi, les films où il fait de très courtes apparitions sont parfois aussi importants que ceux où il en fait des plus longues et où son rôle est moins marquant. C'est un film qui s'appelle Cœur de Lilas, de Anatole Litvak. Anatole Litvak, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films. Ce n'était pas un très grand cinéaste, mais il a fait des films intéressants, des films de guerre notamment. Alors c'est très vieux, 1931. Cœur de Lilas. Alors, il joue ici avec Gabin. Alors, c'est l'histoire... Alors, on avait dit sans justification, Laurent, sinon on n'aura pas fini en 10 minutes. Ah oui, pardon. Donc, Cœur de Lilas. L'intérêt. En fait, c'est un polar, mais qui est centré sur une actrice absolument fulgurante, qui s'appelle Marcelle Romet, qui n'est pas connue parce qu'elle a fait 3 rôles, et elle est morte à 29 ans, 4 rôles, elle est morte à 29 ans, dépressive, suicidée en se jetant dans la Seine. Elle avait une beauté ophélique, et elle se marie dans le film avec André Luguet, qui est un flic, et Fernandel joue le garçon d'honneur qui célèbre brillamment la fulgurante beauté de cette actrice en chantant pendant son mariage, voilà, dans un cabaret. Et là, vous avez une image de la France que l'on a perdue. Vous avez une image d'un mariage édénique. Vous voyez, vous êtes pendant 2 minutes au paradis. Voilà, Cœur de Lilas. Après, moi, je décris longuement Les Rois du Sport dans mon livre. Je maintiens Les Rois du Sport, un film d'un certain Pierre Colombier, 1937. Donc là, c'est avec Rému. Donc là, on a le tandem de choc. C'est tourné juste après Ignace. Et je vous remercie d'ailleurs parce que je l'ai vu vraiment grâce à vous et incroyable comme film, effectivement. Je recommande aussi. Là, on est chez Rabelais, on est dans une folie débridée absolument dingue.
Pour moi, c'est un rôle cistercien, parce qu'on voit l'importance fondamentale du travail comme valeur cardinale, parce que là, Fernandel se démène, j'allais dire comme un beau diable, pour essayer de faire en sorte que son futur beau-père obtienne de l'argent pour pouvoir enfin épouser la femme qu'il aime. Donc on a vraiment un charitable barman chevalier ici, mais qui ensuite fait de la boxe, enfin fait tout un tas de choses complètement incongrues. Des courses de voitures, mais c'est fantastique. En plus, le film date de 36, je crois. 37, Parce que moi, je l'ai trouvé en version colorée, alors, mais c'était en noir et blanc à l'époque, non? Non, il est en noir et blanc. Ouais, moi je l'ai vu en version colorée, du coup, c'est assez étonnant. Pourquoi pas, hein, Et Pierre Colombier a fait beaucoup de films. Il a fait le Roi du Rire, il a fait Le Roi, tout simplement. Il a fait Le Roi des Resquilleurs. Vous voyez, c'est des films merveilleux. Je dis dans le livre que la section zygomatique de l'action française devrait être formée d'urgence avec Pierre Colombier comme figure tutélaire. Vous voyez. Et Françoise Giroud, c'est très amusant parce qu'elle a participé au scénario et elle a dit elle-même que ça avait été une production de cauchemar et que Pierre Colombier, le réalisateur, était ivre du matin au soir. Donc voilà, ça vraiment c'est un film. Allez, un troisième film, Laurent. Ouais, un troisième. Bah écoutez, moi je vous recommande Le Diable et les 10 commandements de Duvivier. Très bien, ok. C'est un film à sketch de 62. Alors il y a tout le monde. Alors quand vous voyez des gens qui vous disent que Duvivier n'a fait des bons films qu'avant la Première Guerre mondiale, ben là c'est terminé, on ne peut plus contre-attaquer, vous donnez des claques simplement, vous rétorquez avec des claques. Vous voyez le Diable et les 10 commandements, c'est complètement dingue. Et vous avez ici un sketch, alors il y a Michel Simon, il y a Aznavour, il y a Lino Ventura, il y a Madeleine Robinson qui est vraiment une de mes actrices favorites, peut-être mon actrice favorite de tous les temps, il y a Daniel Darieux, et vous avez un sketch, c'est pas fait pour faire rire forcément, mais qui est un sketch qui est un court-métrage si vous voulez, qui est basé sur l'épisode consacré à Un seul Dieu, tu adoreras. Et là, Fernandel joue tout simplement le rôle de Dieu. Oh bah alors, n'en dites pas plus, n'en dites pas plus. Et là, il faut voir, là, c'est comme la transfiguration de tout à l'heure, il faut plus en dire plus. 3 chansons, Laurent, 3 chansons. Non, juste pour vous dire, il y a la petite fille qui voit apparaître Fernandel, elle va voir sa mémé. Sa mémé lui dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es dans tous tes états? Il y a quelqu'un qui ressemble à l'âne du père Gilbert qui est entré là. Et Fernandel en par-dessus qui arrive, il regarde la caméra et il fait « J'aime ressembler à l'âne du père Gilbert ». Après 3 chansons, alors là, là, vous me prenez au dépourvu, mais enfin, il y en a une dont je donne les paroles dans mon livre, qui est, comment s'appelle-t-elle? Je vais vous chanter le début, Ma Créole. Ma Créole. Je vous chante le début? Allez-y. Il y a des hommes qui aiment les femmes genre nordiques, c'est trop lymphatique, ça ne m'emballe pas. Moi j'ai un faible pour ce qui est exotique, c'est plus excentrique. Le piment, j'aime ça. Qui qu'habite en mon cœur, c'est une femme de couleur. La nuit et le jour, je pense toujours à ma créole. Ses cheveux crépus, ses lèvres lipues, moi j'en raffole. Dans une paillote, elle est née sous un cocotier, puis elle vint à Paris pour changer de quartier. Sa belle couleur chocolat me met dans des états, je ne vous dis pas. Son nom est Goulou Goulou, ce qui veut dire en zoulou, mon petit roudoudou. Elle est tout à moi et je suis le roi de ma créole. Je donnerai tout, oh c'est fou, pour ma créole aux yeux doux. Voilà. Ça me fait penser à Timmy Chin et la Poupou de Bourvil. Par certains côtés, c'est vrai, notamment par la... Ouais, c'est vrai. Après, il y a une deuxième chanson que je recommande sans aucun détour, qui s'appelle, avant la Seconde Guerre mondiale, de 1938, qui s'appelle Ne me dis plus tu, qui est absolument extraordinaire. Je vais commettre l'infamie de vous en chanter le début. Ne me dis plus tu, je sais tout, sais-tu, j'ai tout vu et j'ai tout entendu. C'est une obsession, pourquoi ta passion n'a pu fuir
l'infâme tentation. Je sais que l'amour est aveugle, mais moi, j'y vois trop clair, vois-tu. Ne me dis plus tu, je sais tout, sais-tu, je t'en supplie, ne me dis plus tu. Rappelle-toi pourtant les beaux soirs d'antan, quand tu faisais du cheval sur le chauffage central. Moi sur le sofa, je faisais adada, mais c'est bien fini tout ça. Ne me dis plus tu, je sais tout, sais-tu, j'ai tout vu et j'ai tout entendu. Et voilà, etc., etc., etc. Voilà, vous avez le lyrisme de la vie quotidienne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis la dernière chanson que je vous recommande et que je ne vous lirai pas, c'est évidemment, comme le dit Michel Marmin, celle dont j'écris les paroles en toute modestie dans mon ouvrage, où je mets en musique la moitié de la légende dorée en octosyllabes, et j'aime tant imaginer Fernandel chanter sur ces paroles, et ça sera évidemment la troisième chanson de mes rêves qui n'existera jamais. Et ben juste pour terminer, du coup, une dernière question en guise de carte blanche. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais le temps passe plus lentement, j'ai l'impression, sur ces dernières minutes, donc profitez-en. Pourquoi nos deux auditeurs devraient-ils lire Saint-Fernandel? Et on terminera là-dessus. Moi, vous savez, j'ai pas une vocation d'enseignement. Je pense que la seule chose à faire, c'est si jamais leur femme les quitte, si jamais ils ont la mort d'un proche, si jamais ils deviennent clochards, enfin bref, si le monde leur tombe sur la tête à la gauloise, ça sera la seule chose à faire. C'est-à-dire qu'en cas de malheur, comme disait Autant Lara, la seule chose à faire, c'est se plonger dans les bras de Fernandel. De toute façon, Fernandel viendra à vous. Moi, pour chacun des malheurs que j'ai eus, c'est lui qui m'a sauvé. Maintenant, si vous êtes bien portant, si vous n'avez aucun problème, et que la vie est belle pour vous, et que tout va à peu près pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire que, comme le disait Tolstoï, si vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez strictement aucune raison d'aimer Fernandel. Et ben on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Laurent James. On voit que vous êtes intarissable sur le sujet. Donc on conseille votre livre Saint-Fernandel, préface de Michel Marmin aux éditions Nouvelle Marge. Et voilà. Illustration de Laurent Peltuer. Voilà. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chers auditeurs, beaucoup de joie devant Fernandel. La joie est aussi évangélisatrice que la parole. Et donc, comme vous le savez, la vie commence toujours demain. Et haut les cœurs! J'aimerais bien savoir ce que vous chantiez à ce moment-là comme chanson de troupier, vous. Moi aussi. Ah, c'est pas tout à fait comme Ouvrard, parce que moi, j'ai le débit moins rapide. Alors, je vais vous chanter la première chanson lorsque je suis arrivé à Paris, en 1928. Elle était intitulée « Moi, je vais au cinéma ». C'est pas de ma faute, mais c'est vrai. Dans ma chambrée, il y a des tas de types qui se plaisent à fumer la pipe, donc il y a un goût prononcé. Pour les journaux, c'est insensé. Il y en a qui décrocheraient la lune pour une femme blonde ou brune. Eh bien, moi, je ne suis pas de cela. Pour m'amuser, j'ai bien mieux que ça. Moi, voilà, je vais au cinéma. J'y vois de très belles femmes pour qui mon cœur s'enflamme. Elles font voir leurs deux bras ainsi que leurs tibias. Si je vois leurs épaules, tout de suite ça m'affole. Les vedettes de l'écran, surtout celles qui ont du cran, me font perdre la tête et je fais pas leur toilette pour avoir des femmes comme ça. Moi, voilà, je vais au cinéma.
J'ai des copains très poétiques qui adorent l'amour antique. Quelques-uns préfèrent aussi parler d'amour dans un taxi. Il y en a d'autres qui aiment la nature, la fraise des bois sous la verdure. Eh bien moi je ne suis pas de cela. Pour mes amours, j'ai bien mieux que ça. Quoi? Je vais quand deux amants farouches s'embrassent sur la bouche, j'embrasse la dame du coin. Lorsqu'elle ne dit rien, c'est un plaisir unique d'embrasser en musique. On entend le piano faire son petit solo, pendant que la mignonne doucement se pamoisonne. Pour avoir des femmes comme ça, moi, là,